Alors, donc bonjour à tous et à toutes. Donc bienvenue au second webinaire des jeudis de TI avec aujourd'hui l'intervention de mon collègue donc Gilles Sauzet sur les systèmes de culture innovants, les premiers enseignements de Cypre après 4 récoltes dans le Berry. Voilà, donc comment ça va se passer? Gilles va dérouler sa présentation pendant, on va dire, 30 à 40 minutes. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par la fenêtre de chat sur le côté gauche de votre écran que vous pouvez activer en appuyant sur la petite bulle en bas à gauche. Donc posez vos questions au fur et à mesure. Je me ferai votre porte-parole à l'issue de sa présentation pour que vous ayez toutes les réponses à vos questions. Donc, comme je le disais, le webinaire est enregistré. Vous aurez accès au replay via notre chaîne YouTube. Vous allez recevoir également les slides de la présentation accompagnés d'un questionnaire de satisfaction. Donc, si vous pouvez prendre quelques minutes pour le remplir, ce serait parfait. Donc voilà, je vais me taire et je vais passer la parole à mon collègue Gilles Sauzet pour sa présentation. Allez, à toi Gilles, vas-y. Très bien, merci. Bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre donc pour la présentation de cette démarche système de culture. Alors, c'est quoi Cypre? Cypre, c'est un projet interinstitut, donc Arvalis, ITB, Institut de la Betterave et Terrinovia, qui se décline en 3 volets qui agissent en interaction. Donc, la plateforme expérimentale, dont je vais vous parler largement dans les minutes qui suivent, un réseau d'agriculteurs, donc c'est-à-dire qu'on est déjà dans une démarche de transfert, et un observatoire régional des systèmes. Alors l'enjeu est simple, hein. C'est d'identifier les systèmes de demain, et je dirais encore plus, les stratégies qu'on va être capable de transférer pour assurer la multiperformance économique, environnementale, sociale et agronomique, qui n'est pas indiquée ici, mais qui est également très importante. Alors, on va évoquer la plateforme Cypre, bien sûr, qui fait partie d'un réseau de 5 plateformes, c'est-à-dire qui sont situées dans des contextes pédoclimatiques bien différents. Donc les limons de Picardie, Estrémons, les terres de Crête-Champagne, Reims, les terres humifères du Berry, dans la région de Pau, du Béarn, pardon, je suis obnubilé par le Berry, décidément, Pau, et les coteaux argilo-calcaires du Lauragais, donc, avec certaines similitudes quant aux objectifs pour certaines plateformes, Champagne, Berry et Lauragais, à quelques écarts près, bien entendu, en termes d'objectifs, se ressemblent assez, alors que nous sommes, il faut bien le dire, très différents en termes d'objectifs et de réalisation des terres humifères du Béarn. Donc l'objectif, comme je disais tout à l'heure, triple performance économique, sociale, environnementale et agronomique, qu'il ne faut pas oublier. Alors, ces plateformes existent depuis 2016 déjà. Comment se sont-elles construites? En formant un comité de pilotage déjà. Ce comité de pilotage dans le Berry, qui réunit des agriculteurs et le développement local, ainsi que les ingénieurs régionaux de développement d'Arvalis et de Terrinovia pour ce qui concerne le Berry. Donc des représentants locaux pour leur connaissance en termes de milieu, pour leur connaissance en termes de filière et pour leur connaissance en termes d'innovation. Et là, je parle plus particulièrement des agriculteurs. Donc sur ces plateformes qui sont disposées en 3 blocs répétés, c'est-à-dire que chaque culture est présente chaque année, on va avoir deux systèmes comparés. Un système témoin, vous verrez tout à l'heure, pour le Berry, il est simple, Colza-Bleorge, et un système innovant qui va viser des objectifs globaux et locaux, mais qui va viser également des objectifs de durabilité, quoi. Donc ça a démarré en 2016, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. Alors une photo, une image de la plateforme du Berry, avec de jolis colzas en fleurs. Alors, c'est quoi les enjeux? Eh bien, les enjeux, et je pense qu'ils sont à peu près les mêmes pour toutes les plateformes, augmenter la fertilité du sol. C'est absolument déterminant pour obtenir plus de résilience que l'on en a, en particulier sous les climats tempérés comme les nôtres, quoi. Pour ce qui est du Berry, améliorer le contrôle des adventices, ce qui est la problématique de chacun au quotidien. Et tout cela pour gagner en robustesse et en résilience face aux bioagresseurs et au climat, comme je vous le disais, quoi. Donc, plusieurs stratégies, évidemment, des stratégies de diversification, les stratégies classiques, hein. Rotation avec introduction de cultures d'été, l'introduction de légumineuses, essentielle, nouvelle source d'azothe gratuite en plus, la réduction du travail du sol, et je dirais plus particulièrement même les alternances travail-non-travail, quoi. Et si possible,
la couverture la plus permanente du sol. Complexe en soi, on le verra tout à l'heure, quoi. Et bien sûr, les couverts associés, notamment le colza associé. Donc, après de nombreuses discussions en 2015, avec le comité de pilotage, donc on arrive à un système témoin, qui est le système classique, on va dire, du contexte pédologique. Colza, blé tendre, orge d'hiver, contexte pédologique que je vous ai pas décrit, mais qui est important de connaître, c'est-à-dire les argilo-calcaires de Champagne-Berrichonne. Donc, sol superficiel, faible réserve utile, et une quantité de cailloux assez important qui peuvent aller de 10 à 40%, quoi. Et ensuite, il a fallu mettre en place, tout simplement, un système que l'on va appeler innovant, en rupture, comme l'on souhaite, qui va être capable de répondre à tous les enjeux qu'on s'est fixés, quoi. Et bien sûr, les enjeux de durabilité, de fertilité, avec divers objectifs. Alors ce système, dans ce système, on va introduire la lentille. Pourquoi? Parce que c'est une légumineuse, la filière existe, c'est une culture de printemps, qui sera mise en place en travail du sol. Derrière cette lentille, on va donc faire un couvert interculture pour implanter du blé dur en semi-direct, culture relativement bien adaptée au contexte. Derrière ce blé dur, on va faire du colza en semi-direct, colza associé bien entendu. Et là, on va avoir une phase de rupture qui va commencer, rupture en lien avec la pression adventice représentée par de fortes quantités de vulpins, en termes de graminées, en termes de dicotes, géranium, gaillet, cicimbre, chardon, pour les principales. Donc cette phase de rupture qui commence avec le colza. Derrière le colza, un couvert interculture, et là on va faire du maïs. Et du maïs, pour l'instant, qui a été toujours fait en travail du sol, donc de façon assez classique, mais pour lequel l'objectif est de le faire bientôt au striptile ou en semi-direct. Derrière le maïs, si possible, donc là on va tenir compte du contexte climatique, des tournesols, sachant que dans le Berry, on récolte des maïs non irrigués très tôt. Donc du tournesol, qui va être fait en travail du sol, toujours. Pourquoi? Parce que nos résultats expérimentaux en termes de tournesol en semi-direct sont pour l'instant non concluants. Derrière du tournesol, donc phase de rupture adventice, et en particulier phase de rupture vulpin, on va faire du blé tendre, enfin, si je puis dire. Blé tendre en semi-direct, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est une technique éprouvée chez les agriculteurs, quoi, déjà. Derrière le blé tendre, un couvert interculture, des pois d'hiver. Et vous voyez, vous avez signifié pois d'hiver plus blé. On verra, on en parlera un peu plus longuement tout à l'heure. Derrière le pois d'hiver, une nouvelle fois un couvert interculture du blé tendre, en travail superficiel ou en semi-direct. Derrière le blé tendre, un couvert interculture et de l'orge d'hiver en travail simplifié ou direct. Et ensuite, entre l'orge d'hiver et la lentille, une culture dérobée, spécifié sarrasin, on verra que ça a évolué avec de la cameline et tous les problèmes que l'on peut rencontrer. Donc vous voyez, on part d'un système très simple à un système beaucoup plus complexe où on va alterner les façons de préparer le sol, travail profond, travail superficiel, semi-direct fréquent, avec une couverture du sol maximisée au possible. Alors, on va tout de suite aller aux enseignements de 2016 à 2018, sachant que la première année de récolte, donc 2016, avec déjà des points positifs qui apparaissent, bon, sans trop de surprise. C'est l'efficacité de la succession maïs-tournesol pour le contrôle du vulpin. Il faut savoir que en 2017, par exemple, nos maïs n'ont reçu aucun désherbant d'origine chimique, et que depuis 2017, donc le tournesol est simplement, les mauvaises herbes dans le tournesol sont simplement de gérer avec du binage. Et bien sûr, avec des cultures propres, puisque notre objectif dans ces cultures, c'est d'avoir une parfaite réussite sur les graminées. Valorisation de l'azote et les performances du colza associé après lentilles et blé dur. Vous verrez quelques chiffres tout à l'heure, c'est manifeste. Oui, ça c'est une réussite. Globalement, on a une diminution chaque année de l'azote minéral, enfin une diminution par rapport au système témoin, bien entendu, et de l'IFT. Bon, c'est pas spécialement le plus compliqué, surtout pour l'azote et le système que l'on a mis en place, sachant qu'on a quand même 3 cultures qui ne reçoivent pas ou peu d'azote, la lentille, le pois d'hiver et le tournesol. Et les couverts en interculture courte et longue, avec des réussites de grandes réussites, et parfois des réussites un peu plus faibles, ceci étant évidemment très lié à la météo estivale. En termes d'échec, le mélange pois-blé. Pourquoi? Parce qu'on diminue la maîtrise du vulpin, évidemment. Quand on a un mélange pois-blé, avec objectif de récolter le pois et le blé, on ne peut pas faire
de traitement anti-graminé. Et évidemment, là, on est dans une phase où on va plutôt détériorer la situation en termes de vulpin, et surtout, encore plus fort, encore plus impactant, le maintien d'un inoculum de piétin échaudage qui va avoir une forte répercussion sur le blé suivant notre culture de pois. Voilà. Et bien entendu, si vous vous souvenez de la succession culturelle, nous avons après le tournesol, nous avons le blé, pois blé, blé orge, c'est-à-dire 4 années de céréales. Et là, pour le vulpin, c'est une catastrophe, donc qui va avoir un impact fort sur le salissement de la parcelle et donc les performances du blé suivant le pois et même de l'orge. Des questions en suspens. Faisabilité du système à l'échelle de l'exploitation. Ben, je dirais pour moi c'est même pas une question, non. Pourquoi? Parce qu'il est hors de question de transférer, de vendre ce système clé en main, quoi. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif est bien de repérer les stratégies positives et négatives qu'on va être capable de conseiller ou de déconseiller aux agriculteurs, quoi. Donc je parlerai plutôt faisabilité de stratégie à l'échelle de l'exploitation pour répondre à des problématiques particulières. On a parlé beaucoup d'adventices, on va aussi parler de fertilité, on va parler de redistribution d'azote, on peut parler également de croissance, on le verra pour le colza en particulier pour la gestion des insectes. Et le bilan économique à long terme, ok, mais dans la mesure où il est, je dirais que c'est peut-être de moindre importance. Certes, si on arrive à un bilan positif, économique positif, c'est très bien, évidemment, quoi. Mais il est de moindre importance puisque moi, je préfère qu'on mette en avant ou qu'on identifie ces fameuses stratégies positives et négatives qui seront beaucoup plus faciles à transférer. Donc, les enseignements positifs, la valorisation de l'azote, la succession lentilles, blé dur, colza. Pardon? Gilles, j'ai juste une question, excuse-moi de te couper. Est-ce que tu peux juste préciser ce que veut dire CI? Couvert interculture, pardon, excusez-moi. CI, couvert interculture. C'est bien ça? Attends, je retourne en arrière. Ouais, couvert en interculture courte et longue, pardon. Ouais. Couvert en interculture courte et longue. C'est ça. Alors, les enseignements positifs. Valorisation de l'azote dans la succession lentille, blé dur, colza. Évidemment, la lentille ramène un peu d'azote au sol. Le blé dur est quand même fortement fertilisé en azote, ce qui profite pleinement au colza qui est fait en semi-direct, quoi. Réussite du colza associé en semi-direct avec un IFT réduit. Bon, bah ça, je dirais que aujourd'hui c'est une technique connue puisqu'on la teste dans les exploitations des agriculteurs du réseau et en France, on a à peu près 300 000 hectares de colza associés et c'est une réussite. Oui, on permet de réduire les IFT, des herbages en particulier et insectes depuis quelque temps, quoi. Prenons 2 exemples, hein. La biomasse entrée-hiver du colza d'hiver en témoin comparé au système innovant, colza 0,4 kg, 400 grammes, couvert 500 grammes, colza associé en innovant 1,1 kg avec 500 grammes de couvert, traitement insecticide, évidemment assez fréquent sur les témoins. Pourquoi? Tout simplement lié à une croissance un peu limitante, hein. Petite altise, larve de grosse altise, chancre du bourgeon germinal, chancre de la tige. Sur le système innovant, petite altise. Alors vous allez me dire, oui, il y a un écart considérable, mais à la fin, on a 95% de plants de sène dans les 2 cas, quoi. Et c'est bien sûr l'objectif. Si on avait moins de plants de sène dans le système innovant, ce serait un échec. IFT, bien sûr, 6,1 à 3, oui, très lié aux insecticides, et le rendement 28,33, avec une marge, évidemment, fort différente, quoi. Voilà, donc ça, c'est une grande réussite, et je dirais c'est une réussite qui est testée depuis, qui est validée même, en essai. Et c'est ce qui se passe chez les agriculteurs depuis maintenant, en routine, depuis, allez, on va dire, 2012-2013, quoi. Au niveau des enseignements positifs, meilleur contrôle de vulpin, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en particulier grâce à la succession, on va dire tout le début de notre succession culturelle, lentilles, blé dur, colza, maïs, tournesol, blé, est très favorable à la diminution du vulpin. Est-ce qu'il y a du déstockage? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on a très peu de levée, quoi. Pourquoi on a très peu de levée? Parce qu'on a du semi-direct, hein, pour qu'on ne remet pas en germination, et on a un très bon contrôle dans les cultures en place. Donc, surtout colza, maïs, tournesol, bien entendu, quoi. Donc, maïs, tournesol sont propres, avec seulement du minage en poste, avec quelquefois du désherbage chimique en maïs, toutefois. Et donc, on a une propreté du blé de tournesol qui est parfaite. Vous voyez un exemple, hein, le témoin, ça devait être en 2018, Fosbury, Clorto ou Célio, selon les traitements, selon les parcelles, pardon, puis Atlantis,
innovant simplement du Fosbury. Là, je parle de traitement herbicide anti-graminé, bien entendu, avec des notes de satisfaction à la récolte qui varient sur les 3 années 4, 5 et 7, et donc les années 2016, 2017, 2018, et avec l'innovant 7, 8, 8. IFT 5, 2 à 9. Voilà. Donc vous voyez que l'écart est considérable, avec des rendements assez semblables, même pas assez, même très semblables. Ben, finalement, ce qui est assez logique, ce qui signifie que notre population vulpin est beaucoup plus impactante pour le système que pour le blé en place. Alors, des enseignements mitigés. Test Cameline, on aurait pu ajouter également test Sarrasin, qui était pratiqué en dérobé en 2017-2018. Nous avons de bonnes levées, certes, mais de faible croissance. Il faut dire qu'on le verra tout à l'heure, on a des étés très secs, hein, et on a souvent des pressions repousse-orge, puisque cette culture dérobée se situe entre l'orge et la lentille. Donc on a des pressions repousse qui sont très fortes, qui nous ont obligés sur la cameline en 2019 à faire 2 antigraminées, ce qui fait quand même un IFT, ce qui augmente l'IFT, quoi, avec des rendements que j'estime très modérés, 3 à 4 quintaux. À mon avis, l'aspect économique est insuffisant, hein, le gain économique est insuffisant pour que l'on ne réfléchisse pas soit à faire autre chose ou à faire carrément un couvert qui aura un impact agronomique, à mon avis, beaucoup plus important. Un impact positif, bien entendu. Des enseignements mitigés. L'association Pois-Blé. Bon, c'est une association qu'on a testée bien avant de la mettre en place sur notre plateforme, quoi. Pourquoi on fait de l'association Pois-Blé? Pour une double récolte. Récolter du pois et du blé. Avant, on l'avait fait avec du pois et de l'orge, par exemple, et ça a toujours pas trop mal marché, quoi. Pourquoi? Parce qu'on faisait pas spécialement attention au blé qui suivait, quoi, tout simplement. On a un effet positif sur les maladies du pois. Souvenez-vous, 2016, bactériose. Ben, sur mon pois blé, sur mon pois associé à du blé, il n'y a pratiquement pas eu de bactériose, hein, ce qui fait que j'avais évalué le potentiel fin mai, début juin à très, très bon niveau, quoi. Bon, après, il y a eu de la scoquitose, hein, ce qui a détérioré le potentiel pois, mais néanmoins, sur cette plateforme, on a quand même fait 24 autres pois d'hiver en 2016, ce qui était plutôt un exploit par rapport aux rendements locaux, avec 15 quintaux de blé, ce qui en faisait une culture intéressante. Par contre, effet très négatif sur le contrôle du vulpin, évidemment, pas d'application de l'antigraminé, et même si la culture n'a jamais été gênée par le vulpin, le système en a été fortement perturbé, quoi. Et surtout, maintien de l'inoculum piétin-échaudage, et le blé suivant le pois, sur le blé suivant le pois, on a eu des pertes de rendement considérables par rapport à un blé de tournesol, par exemple, quoi. Donc, depuis 2018-2019, pois seul. Pourquoi? Parce que, en fait, il s'agit d'un compromis, quoi, hein. C'est-à-dire que l'intérêt du pois blé, en termes de gestion des adventices, dicotes en particulier, en termes de gestion des maladies, et en termes de gains économiques, quoi, finalement, et ne compense pas toutes les pertes que l'on va avoir par la suite au niveau du système, quoi. Donc, peu d'impact sur la culture, mais un gros impact négatif sur le système de culture. Les enseignements négatifs, toujours, ben, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure, le contrôle du vulpin avec la succession de 4 cultures diverses, une catastrophe, quoi. Surtout que sur le pois seul, on ne peut pas faire d'antigraminées efficaces, donc pas de propyzamide par exemple, quoi. Donc ça, effectivement, là on est vraiment dans une phase très négative, quoi, une stratégie négative qui nous a poussé à réfléchir à faire un labour avant l'orge d'hiver en 2019-2020. Alors, au niveau performance, vous voyez chiffre d'affaires, efficience énergétique, etc. Vous avez la colonne témoin, la colonne innovant en 2016-2017. Vous voyez, tout était ouvert en innovant, hein. Plutôt bien, un peu mieux en chiffre d'affaires, mieux en efficience énergétique, c'est-à-dire le rapport production-consommation, mieux en marge directe, mieux en excédent brut d'exploitation, en IFT, avec des écarts considérables même en IFT, quoi, et en azote, on gagnait une 60aine d'unités, quoi. Ce qui fait que, en GES également, donc tout était parfait en 2016-2017, ça commence à se détériorer en 2017-2018, où le chiffre d'affaires diminue, moins 15%, hein. En efficience énergétique, on est toujours à peu près au même niveau. La marge, évidemment, diminue. L'excédent brut, d'exploitation diminue également. Par contre, on reste très positif en termes de comportement environnemental. Donc ça, plutôt acceptable, même si il était nécessaire de revoir notre positionnement en termes économique. Alors, parlons un peu d'aspect agronomique. Le carbone, je vais vous présenter quelque chose qui me semble hyper important, quoi. C'est-à-dire le carbone lignifié en kilos par hectare de CO2
en kilos de CO2 par hectare et par an, est-ce que l'on est capable de compenser les pertes annuelles avec notre système dans ce contexte pédoclimatique? Alors vous allez observer le petit trait pointillé vertical 3 qui correspond, c'est écrit ici, voilà, à un sol argilo-calcaire superficiel à 3% de matière organique, ce qui est notre cas. Et vous voyez, ça ce sont les pertes annuelles donc de carbone en kilos de CO2 par hectare et par an que l'on peut estimer à 1100 kilos. Eh bien on voit qu'avec un colza de 35 quintaux de colza, c'est-à-dire à peu près 13 à 14 tonnes de matière sèche à la récolte, donc 10 tonnes de résidus, eh bien on arrive à stocker, on va dire, 16 à 1700 kilos de carbone humifié, valeur CO2. Le maïs grain, 65 quintaux, bon, on est rarement 65 quintaux, vous verrez tout à l'heure, également positif. Blé tendre, paille restituée, oui, mais pour toutes les cultures, et celles qui nous intéressent, vous voyez tournesol, par exemple, pois protéagineux, eh bien, on accentue le déficit, quoi. Si vous regardez le petit graphe de droite, maintenant, avec les rectangles verts, eh bien, vous voyez que dès lors qu'on a un colza associé avec une légumineuse, on est nettement excédentaire, tout comme si on a un maïs grain avec un couvert végétal estimé à 2,5 tonnes, 3 tonnes de matière sèche. Bon, pareil avec le tournesol, si vous avez entre la culture précédente et le tournesol un couvert végétal de 2,5 tonnes à 3 tonnes de matière sèche, vous arrivez à équilibrer à peu près la balance perte et restitution. Voilà, donc ça c'est important puisque je vous disais dès le départ, la fertilité reste un enjeu de taille pour ces exploitations. La fertilité en termes de porosité biologique et aussi en termes de stockage de carbone, aussi bien du carbone humifié que du carbone rapidement minéralisable. Donc les perspectives. Il y a toujours cette maîtrise du vulpa qui est notre problème majeur chaque année avec l'implantation des cultures, bien entendu, quoi. Et la rentabilité, la robustesse économique à long terme. Et là, on va voir doit-on conserver un maïs en sec, quoi, qui fait effectivement 3 années sur 4 ou 4 années sur 5 nous a fait perdre énormément d'argent. Alors, reprenons le bilan de tout à l'heure, mais en ajoutant 2018-2019. Quand on regarde, vous voyez la colonne extrême droite, quand on regarde son écran, on se rend compte qu'on a un comportement qui est beaucoup plus optimisé en termes d'environnement qu'en termes de business, si je puis dire, hein, parce que là on n'est pas très bon, hein, puisque on ne fait qu'accroître l'écart avec le témoin et qu'accroître l'écart avec les moyennes locales, quoi, hein, ce que vous avez en marron, quoi. Si on regarde par rapport en termes avec notre témoin, vous voyez qu'en production d'énergie on est moins bon, et ça s'explique, hein, parce que en termes en 2019, vous verrez tout à l'heure, on n'a pas eu de colza, bien entendu, puisqu'on n'a pas eu d'eau pour le faire lever, on a fait du tournesol. Donc, on a effectivement, dans les deux cas, certes, mis moins d'azote, quoi, mais eu moins de production, quoi. Donc, l'efficience énergétique, c'est-à-dire consommation, enfin production-consommation, est évidemment encore moins bonne sur le système innovant, puisque on avait 2 tournesols, dont un à la place du colza, et des cultures finalement qui rapportent peu en termes d'énergie, je pense aux céréales. La marge s'écroule, moins 39% par rapport au témoin qui est lui-même un peu inférieur aux moyennes locales. Donc l'excédent brut d'exploitation par là même s'écroule aussi. Par contre, en termes, on va dire, environnemental, on est toujours dans les clous, hein, avec des IFT faibles. Vous voyez, 3,29, 3,64, on a un peu moins que le système témoin, bien sûr, mais dans notre système témoin, je vous rappelle que le colza qui était fortement protégé a été remplacé par du tournesol qui ne l'est pas, quoi. Donc évidemment, on comprend la baisse nette de l'IFT par rapport à l'année précédente, on a 2 points d'écart. En azote, pareil, une nette diminution, mais totalement liée effectivement au fait qu'on n'ait pas de colza, quoi. Donc, et en termes de gaz à effet de serre, bien sûr, on est sur la même logique, quoi. Donc le constat, c'est que il y a quelque chose qui déconne, quoi, dans notre système innovant. Bon, on sait à peu près d'où ça vient, quoi, heureusement. Ceci, on va devoir le corriger pour avoir des résultats économiques beaucoup plus intéressants que ça, parce qu'évidemment, si on parle de transférer un système dans sa globalité, on n'est pas dans les clous, on va pas intéresser grand monde, quoi. Gilles. Donc, résultat agronomique 2018. Oui.
Comme je suis le gardien du temps, c'est juste pour t'informer qu'il te reste 10 à 15 minutes pour qu'on ait un peu de temps pour les questions. Voilà. Bon, je vais accélérer. Résultat agronomique 2018-2019. Donc, vous voyez, on va passer vite. Hein. Tout ce qui est en rouge, c'est que ça va pas. Tout ce qui est en vert, ça va bien, quoi. Et en jaune, c'est mitigé. Rouge, le colza, donc témoin comme le colza d'ailleurs en système innovant. Hein, eh bien, trop de résidus et des chasses-débris qui ont mal fonctionné, ce qui n'était jamais arrivé depuis qu'on les installait en 2006. Donc, mauvais positionnement de la graine, avec très peu d'eau, évidemment, très mauvaise levée. On remplace le colza dans les deux cas par du tournesol. Un tournesol qui fait 18 quintaux 3 dans le témoin et qui fait 20 quintaux dans le système innovant. Ensuite, du blé, de blé de colza, du colza de l'année d'avant, donc, qui fait presque 80 quintaux, très bien, malgré du vulpin. Et là, j'avoue qu'on a fait un passage d'hercétrie fin février, qui a été fortement intéressant. De l'orge d'hiver, avec du vulpin, parcelle à la limite du retournement, passage d'hercétrie aussi, on arrive à conserver cette parcelle, à faire 50 quintaux, ce qui est, non, pardon, c'est dans l'autre cas, là on remplace par de l'orge de printemps, effectivement, cette parcelle a été remplacée, il y avait trop de vulpin, et on fait 50 quintaux en orge de printemps, fortement handicapé par la sécheresse de fin de cycle. Système innovant, la lentille, la lentille se débrouille toujours bien dans ce genre de milieu, on est depuis le début entre 21 et 26 quintaux, donc pas vraiment de problème, si ce n'est quelques vulpins, et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi on a encore des vulpins dans la lentille, ce qui n'était pas le cas précédemment. Blé dur, c'est du blé dur de printemps. Pourquoi? Beaucoup trop de vulpins et sur les conseils d'Arvalis, effectivement, on a décidé de remplacer le blé dur par un blé dur de printemps avec un très mauvais rendement puisque gel en début de parcours et sécheresse en fin de parcours. Le colza remplacé par donc du tournesol. Le maïs pour la 3e année sur 4, la catastrophe, ce qui s'explique par un premier événement au 1er mai fort préjudiciable du gel qui détruit une parcelle. Obligé de la ressemer. Autant vous dire que cette parcelle a pratiquement donné un rendement nul. Et ensuite, une situation estivale pas du tout favorable au maïs dans les petites terres séchantes. Du tournesol qui s'en sort pas si mal, malgré les mêmes conditions climatiques, 20 quintaux. Du blé de tournesol, vous voyez, 85 quintaux. Alors, les pois d'hiver, décidément, on n'a pas de chance avec les pois d'hiver. Ce gel du 1er mai nous supprime 50 à 60% des fleurs. Donc, et sur ces organes gelés, on a de la bactériose, donc 17 quintaux 6, pas terrible. Vous voyez notre blé derrière pois d'hiver avec du vulpin et donc passage d'hercétrie assez profitable, quoique, et il y en avait de trop. Et donc, problème de piétin et chaudage, 58 quintaux, de l'orge à 65 quintaux, vulpin toujours, et notre cameline qui nous a fait 3 quintaux secs. Donc, on voit les points faibles, évidemment, quoi. Hein. Et vous voyez le mot vulpin assez fréquent, donc qui va être évidemment l'écueil majeur avec le climat, mais ça on n'y peut pas grand-chose de cette plateforme. Justement, en termes d'évolution de la maîtrise des adventices, eh bien, vous voyez une nouvelle fois tout ce qui est vert, c'est que ça marche bien, tout ce qui est rouge, c'est que ça marche moins bien. Eh bien, on voit bien les phases qui marchent bien, quoi. Vous voyez les phases lentilles, blé dur, colza, maïs, blé dur, colza, maïs, tournesol. Donc sur ces 4 lignes-là, dans le système innovant, ça fonctionne bien. Donc ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Et on s'aperçoit des phases qui fonctionnent moins bien. Hein, tournesol, blé tendre, pois, blé tendre, pois, blé tendre, orge, etc. qui fonctionnent pas bien. On a le même système, la même question et la même observation dans le système témoin, mais ça c'est logique puisque l'objectif était bien sûr de réparer ce qui n'allait pas dans le système témoin. Alors l'effet marquant 2018-2019, bon, on va passer vite puisque je viens de vous en parler, hein, l'impact climatique certes, mais la réussite de l'implantation des cultures, c'est absolument déterminant. On est dans un milieu où il n'y a pas de rattrapage possible, c'est-à-dire si on a raté l'implantation, on peut presque considérer qu'on a raté la culture, tant en termes de comportement de la plante, peuplement, enfin du comportement du peuplement végétal, quoi, qu'en termes de gestion des bioagresseurs. Impact climatique depuis le début de cette plateforme, vous voyez 2015-2016 automne potable, hein, les automnes sont globalement assez favorables, quoi. Hein. Les hivers, bon, j'ai mis en orange toutes les séquences hivernales depuis 2016. Pourquoi? Parce qu'on manque de température froide, à mon avis, quoi. Hein. Par contre, les printemps et l'été, c'est une catastrophe. Printemps 2016, souvenez-vous, hydromorphie, manque de rayonnement. Et pourtant, on s'en sort pas mal avec des rendements, si mes souvenirs sont bons, de 50-55 quintaux en blé, ce qui était très bien pour le contexte local, quoi.
et des étés avec des températures très élevées. Donc évidemment, vous voyez aussi souvent le mot RU, puisque on est dans les sols à RU assez faibles, qui varient de 60 à 80-90 mm. Donc, effectivement, pour les cultures d'été, c'est préjudiciable, quoi. Donc l'impact climatique sur les cultures, et ça, ce tableau est important, quoi, parce que vous voyez l'impact climatique sur la lentille, il est faible finalement, quoi, hein. Sur le colza, à part en 2018-2019, mais je pense qu'on a une part de responsabilité au niveau du positionnement de la graine, l'impact climatique n'est pas spécialement fort non plus, quoi. Sur le étang derrière tournesol, non plus. Sur l'orge d'hiver, non plus. Je pense que c'est plus un problème d'implantation. Donc, il va s'en dégager des cultures robustes et adaptées au contexte, et des cultures moins robustes. Je pense au maïs, par exemple, hein. Je pense même au blé dur qui finit souvent mal dans ces contextes de faible réserve utile, quoi. La réussite de l'implantation des cultures, même titre, depuis le début, la lentille globalement très bien, le colza, si ce n'est 2018-2019, oui, très bien, hein. Le tournesol, finalement pas mal, pas trop de problèmes d'oiseaux, et globalement des implantations réussies. Je pense qu'on a dû refaire du tournesol sur une parcelle en 2015-2016, il me semble, c'est tout. Le blé de tournesol parfait, les pois pas si mal, à part 2019-2020, où ils sont toujours pas semés. Et le blé de pois et l'orge d'hiver, globalement pas trop mal. Je pense qu'on s'aperçoit que l'orge d'hiver n'aime pas la paille, donc que le semi-direct est sûrement à proscrire au détriment, en faveur plutôt, d'un travail plus profond. Si on regarde maintenant le système témoin en termes de réussite, finalement pas mal de verre quand même, et heureusement. Ce sont quand même les cultures les plus utiles, les plus présentes, on va dire, dans le contexte régional, quoi. Donc des cultures adaptées, c'est tout ce que l'on peut dire. Et qu'est-ce qu'il faudrait, je me suis posé la question, que faudrait-il pour gagner en robustesse et en performance avec ce système témoin? Tout simplement ajouter une culture de printemps, je pense, tout simplement, et introduire des couverts intercultures, ce qu'on n'a pas fait depuis 2015, qui permettrait de gagner en fertilité. Alors, l'effet marquant de l'automne 2019, c'est important. Alors, il y a une petite erreur d'ailleurs, du 22 septembre, pas du 22 novembre, au 31 décembre, 433 mm, un peu comme partout. Voilà, bon, vous voyez, on avait découvert et on a été obligé de travailler pour semer, et parfois on a été obligé de travailler sans pouvoir semer, puisqu'à ce jour, les pois d'hiver ne sont pas faits et le blé dur n'est pas fait non plus. Pourquoi? Parce qu'on a eu destruction du couvert par un passage de Canadien le 8 octobre, et depuis, on ne peut plus rentrer dans la parcelle sans retravailler le terrain. Voilà. Alors là, on peut se poser une question. Et si on avait du glyphosate? Parce que je ne vous ai pas parlé de glyphosate, mais on l'utilise plus depuis 2 ans sur la plateforme, tout comme on n'a jamais utilisé les néonicotinoïdes en système innovant. Sans préjudice, je dois dire. Certes, on a dû faire des traitements insecticides, donc sur céréales et blé en particulier, en cas de levée précoce. Mais ça ne nous a pas spécialement porté préjudice en termes d'itinéraire technique. Par contre, l'arrêt du glyphosate en 2019 nous porte un préjudice très fort. Pourquoi? Parce qu'on a été obligé de travailler des situations où on aurait pu faire du semi-direct et donc faire nos semis en temps meilleur et certainement les réussir, quoi. Voilà. Simulation, fait marquant automne 2019 avec l'utilisation de glyphosate. Eh bien, vous voyez, j'ai repris les séquences climatiques, et effectivement, tout aurait pu être semé comme à la date souhaitée, c'est-à-dire entre fin octobre et début novembre, quoi. Alors, ça c'est important, et je vous ai parlé de la lentille tout à l'heure, vous avez vu Vulpin. Bien, la lentille, l'année dernière, la campagne dernière a été mise en place avec 4 interventions culturales, canadiens, vibroculteurs, herses rotatives, et on a eu des repiquages de vulpins dans notre parcelle de lentilles, quoi, ce qui nous oblige à faire un antigraminé qui a été totalement inefficace sur des vulpins adultes, quoi. C'est un peu le cas aussi en tournesol et en maïs, chose qu'on n'avait jamais connue jusqu'à maintenant. Voilà, donc deux éléments très forts, c'est-à-dire qu'on n'a plus la liberté de faire du semi-direct à la date, comme on le souhaite, surtout évidemment en automne humide. Si on avait eu un automne sec comme en 2018, je pense qu'on aurait eu beaucoup moins de difficultés. Vous voyez, l'exemple le plus frappant, c'est le blé derrière tournesol. Bon, blé derrière tournesol, j'avais fait du lotier avec mon tournesol pour espérer semer du blé dans un couvert de lotier sans adventice. Eh bien, ma parcelle de tournesol était couverte d'adventices, vulpin, géranium, etc. Donc, sans glyphosate, obligé de travailler. Donc, en travaillant, on détruit le lotier en place et ça remet en cause toute notre stratégie de couverture permanente
et de réduction d'IFT, puisque de réduction de travail du sol, pardon. Et ça a repoussé le SMI à une date qui était quand même finalement ça se passe bien parce que le mois de décembre a été relativement chaud, mais à une date un peu tardive pour un blé dans la région, quoi. Voilà, donc ça c'est un écueil de taille, et la question que je me pose, comment va-t-on faire pour faire du colza en semi-direct sans utiliser donc sans utiliser de glyphosate les années où on aura un peu d'eau en juillet et en août permettant de faire lever des repousses de céréales, voire quelques dicotes. On va être obligé de travailler. Eh bien, croyez-moi que si on est obligé de travailler les sols à rôle colza dans des contextes aussi séchants, ce sera encore plus de difficultés pour faire lever ces colzas, ce qui est déjà actuel. 5 minutes. Donc, les questions posées, c'est la dernière diapo, il me semble, avant dernière. Questions posées, revoir la succession culturelle. Oui, on a des cultures résilientes et adaptées. Colza, blé, orge d'hiver ou orge de printemps. On peut l'imaginer pour l'orge de printemps, parce qu'on n'a jamais fait, mais localement, il s'en fait. On a des cultures à fort intérêt agronomique ou économique ou bien adaptées. C'est la lentille et le tournesol. Par contre, on a des cultures inadaptées ou risquées et, évidemment, le maïs, quoi. Alors, que faire? Continue d'en faire du maïs. Bon, en 2020, oui, on va en faire. On va se poser la question pour les années suivantes. Et le blé dur qui a une fin de cycle assez compliquée, quoi. Bon, la non-utilisation du glyphosate, mais ça va quand même remettre en cause nos problèmes de stockage de carbone, de réduction de levée des adventices, de limitation de travail du sol. On a remonté les cailloux. Il va falloir peut-être rebroyer les cailloux. On a perturbé la vie biologique. Il est quand même dommage de voir des vers de terre, à la surface et un peu abîmés, quoi. On favorise un peu plus la minéralisation de la matière unique. Voilà, donc des écueils qui sont quand même, à mon avis, préjudiciables à la plateforme, mais on va continuer à travailler pour essayer d'élever. Les solutions envisagées. Bon, couverture du sol permanente, oui. Pourquoi on l'a pas fait jusqu'à maintenant? Parce qu'on a trop d'adventices encore, quoi, hein, et qu'on est obligé de désherber en culture, parfois de façon assez forte, pour gérer ces adventices au détriment donc d'un trèfle blanc ou d'un lotier. Ou d'un lotier, c'est ça, quoi. Mais bon, là, les points favorables, c'est bien sûr la fertilité, la qualité structurale, le temps de travail, la réduction d'utilisation de carburant. Les points faibles, on les connaît, hein, limaces, mulots. Gestion des adventices, faisabilité des cultures de printemps. Aujourd'hui, faire des cultures de printemps semi-direct, honnêtement, on n'est pas à l'aise, quoi. Faut être clair, on a des échecs. Et une gestion de la croissance et de la concurrence avec ces couverts, quoi. Le labour et le travail du sol systématique, ce qui n'était pas envisagé au départ, hein, cet aspect systématique. Faisabilité des couverts en interculture et implantation de culture en séquence sèche et humide. Je vous en ai parlé tout à l'heure pour le colza, donc c'est l'assèchement, c'est favoriser l'hydromorphie par la création de ruptures de porosité. Même dans ces sols-là, on l'a vu cette année, on peut créer des ruptures de porosité avec une aire rotative et avec une semelle de labour, bien entendu. Difficulté de levée, perturbation de la structure de la porosité, c'est classique. Qualité biologique qui ne s'améliorera pas, temps de travail et carburant. Voilà. Et ensuite, donc gestion mécanique des adventices, on peut penser que c'est un avantage et il faut l'espérer. Donc, mais si on revient trop souvent, comment gérer des faux semis, c'est pas si évident que ça. On l'a testé et on ne sait pas quand ça s'arrête, c'est levé finalement, quoi. Donc c'est pas évident dans les milieux aussi enherbés, quoi. Donc, vous voyez, on a encore plein de questions, hein. Alors, écoutez, voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai pas le temps là, mais j'espère que j'ai été dans les temps. J'ai pas été trop long. Je vous remercie de votre écoute. Une petite annonce pour les prochains webinaires, donc hein, le 9 avril, le 30 avril et le 14 mai. Donc sur les stratégies de lutte contre la scochytose du pois chiche, le milieu du tournesol et l'attractivité du tournesol pour l'abeille domestique. Voilà, donc quelques photos de la plateforme et une nouvelle fois merci. Merci beaucoup Gilles, tu as été parfait, tu as 2 minutes d'avance. Donc il nous reste un petit quart d'heure pour repasser les questions. Je vais les passer par ordre chronologique, hein. Donc par rapport aux fameuses CI, donc couverts à interculture, elles changent selon les cultures de la rotation, Gilles? Oui, tout à fait. Tout à fait. Évidemment, avant un pois, par exemple, on évite des couverts trop chargés en légumineuses, par exemple, quoi. Et j'essaie d'équilibrer ces couverts d'une manière générale, quoi. Et j'ai plusieurs, voilà, ça c'est
il faut des plantes qui vont ramener du carbone et des plantes qui vont ramener de l'azote. On a toujours besoin d'un peu d'azote, mais donc travailler toujours sur ce carbone humifère et le carbone vite minéralisable. Il faut également penser maladie, quoi. Hein, c'est-à-dire que j'évite également les légumineuses pouvant faciliter la fano. Il ne faut pas oublier qu'on a 2 cultures de légumineuses dans la rotation, du pois et de la lentille, très sensibles à fano. Donc évidemment, parfois on a quelques repousses de lentilles, c'est déjà trop, je pense, si vous voulez, quoi. Donc j'évite l'abondance de légumineuses. Donc les couverts sont fréquemment à base de févrole, de facélie, et vont effectivement être changeants selon l'interculture. En interculture courte, j'aurai pas le même couvert qu'en interculture longue, si vous voulez, quoi. En interculture courte, j'aurai des plantes plutôt estivales à croissance rapide et dégradation rapide, c'est pas gênant. En interculture longue, je vais avoir des plantes avec des cycles plus longs ou des associations de plantes relais avec des cycles courts et des cycles longs, de façon à ce que mon sol soit le couvert le plus longtemps possible, c'est-à-dire très tôt jusqu'à très tard, quoi. Okay. Donc effectivement, je change. Je vais vous citer un exemple. Entre un blé et une orge, je ferai facilement un couvert fenugrec trèfle d'Alexandrie. Et en interculture longue, on a largement utilisé le couvert trèfle d'Alexandrie, févrole, facélie, par exemple, quoi. Aujourd'hui, on a en situation, on essaye d'augmenter le nombre d'espèces, pardon, cherchez le terme, d'augmenter le nombre d'espèces. Donc vous voyez le couvert fortement utilisé, facélie, sarrasin, fenugrec, radis, Niger, que j'utilise assez fréquemment et qui me donne de bons résultats. Cette année, on était à 2,5 tonnes, 3 tonnes de matière sèche, grâce au mois d'octobre, hein, qui a été fortement intéressant. Notre objectif, c'est quand même, je vous l'ai dit tout à l'heure, 1 tonne en interculture courte et au moins 2,5 tonnes en interculture longue. Ok, donc tu les fais évoluer au fil de l'expé, comme tu viens de nous le présenter. Ça fait de la disponibilité, il faut être clair, et aussi de ma disponibilité en semences, quoi. Même si on en achète toujours un peu, voilà. Ok. Par rapport au système pois-blé, tu vas le garder jusqu'au bout ou tu vas le changer compte tenu de l'échec? Non, je l'ai arrêté cette année, cette campagne, en 2010, récolte 2019, j'avais du pois seul, et bien sûr, je continue sur du pois seul. Je l'ai dit, c'est une histoire de compromis, quoi, et aujourd'hui, je me rends compte que les éléments négatifs sont plus impactants que les éléments positifs, quoi. Donc, j'ai arrêté. Ok. La rotation sur le système innovant, tu vas la faire sur combien d'années? 18 ans, normalement, deux cycles. D'accord. Et les 4 récoltes dont tu parles, c'est lesquelles en fait? Récolte 2016, 2017, 2018, 2019. Ok. Et par rapport à la rotation, tu en es où à l'heure actuelle? C'est-à-dire? Je pense au niveau je pense que la question c'est par rapport à la rotation sur le système innovant, tu es à quelle culture aujourd'hui? Ah toutes. D'accord. Absolument toutes sont présentes sur la plateforme chaque année, quoi. D'accord, donc c'est du parallèle. C'est-à-dire que sur une parcelle élémentaire, aujourd'hui, j'ai la 5e culture en place. Hein. Okay. Imaginez que j'ai commencé par la lentille. Aujourd'hui, j'ai eu lentilles, blé dur, colza, maïs, et j'aurai du tournesol de récolter, c'est ça, 16, 17, 18, 19, 20, et du tournesol récolté cette année. Toutes les cultures sont présentes chaque année. Ok. Par rapport aux essais sur la cameline, tu as obtenu quel rendement moyen? 3,7. 3,7. Ok. Bon, c'est évidemment insuffisant, quoi. Hein. Mais étant donné le contexte climatique de juillet-août, c'est absolument pas étonnant, quoi. Ok. Une autre question par rapport au colza tournesol. Est-ce qu'on a des colza tournesol avec des traitements possibles en post-levé sur les plateformes Berry et Lauragais? Traitement post-levé, je comprends pas. Traitement post-levé, désherbage? C'est pas précisé. Alors attends, je redescends quand même pour voir s'il n'y a pas une précision. Non. Si c'est désherbage. En tournesol, on traite en tournesol. Si vous voulez, en termes de désherbage, je fais pas d'anticipation. C'est-à-dire que je ne fais pas de traitement de semis prélevé dans la mesure du possible, quoi. C'est-à-dire que je traite à vue autant que faire se peut. Évidemment, en tournesol, j'ai le recours binage que j'utilise largement depuis 3 ans. Et donc, en tournesol, j'ai pas eu de traitement de post-levé chimique depuis 3 ans, depuis 3 campagnes. En colza,
J'ai exactement la même stratégie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des produits de poste efficaces. Hein. Donc, j'ai pu faire effectivement des traitements Yellow ou Mozart en cette année, quoi, en situation fin d'automne, début d'hiver. Pourquoi? Parce que déjà parce que je fais du semi-direct et que j'ai très peu de dicotes. Hein. Et ensuite parce que je favorise la croissance autant que possible de mon colza. Hein, par des disponibilités en éléments minéraux non pas trop limitantes, quoi. Et ensuite parce que j'ai le recours à ces produits de poste tardifs qui sont efficaces. Et ensuite j'ai mes couverts de légumineuses que je ne souhaite pas détruire ou perturber précocement, quoi. Donc ce qui fait que je privilégie des interventions si nécessaire à vue tardive. Ok. Une question, je pense, qui va être courte. Enfin, dont la réponse va être courte, c'est est-ce que les résultats tels que tu viens de les présenter pour la plateforme Berry, est-ce qu'ils sont également disponibles pour la plateforme du Lauragais? Oh bah bien sûr, hein. Ouais. Bien sûr, oui. Tout à fait. Euh, Alors, oui, les résultats, je pense qu'il faut prendre ça avec réserve, les résultats en particulier. Oui, tous ces résultats, il faut les prendre avec réserve. Je préférerais qu'on s'attache à communiquer et à évoquer des stratégies, quoi. Les stratégies à conseiller ou à déconseiller d'ailleurs. Hein. okay. Par rapport à la conception, combien d'agriculteurs ont participé par station? Combien d'ateliers? Je sais pas, chez nous c'est en majorité, puisqu'ils étaient 6. Alors chez nous, le groupe était constitué de 6 agriculteurs, des agriculteurs innovants, des agriculteurs connaissant parfaitement le milieu. On avait donc la COP, donc Accéréales, on avait un négociant, on avait la chambre d'agriculture, l'ingénieur local, régional, les ingénieurs régionaux, pardon, Arvalis et Terrinovia, et moi-même. Okay. COP et Négoce sont indispensables pour les filières et puis pour leur connaissance, leur expertise du local, quoi, hein, bien sûr. Okay. Et donc toujours sur ce volet un petit peu animation, plateforme, station, etc. Est-ce que vous vous réunissez tous les ans et est-ce que les agriculteurs présents sont les mêmes? Oui, alors on se réunit alors il faut savoir que dans le Berry, il existe un réseau d'agriculteurs et de conseillers depuis 2012. C'est-à-dire que ce réseau d'agriculteurs et de conseillers travaille évidemment beaucoup sur les oléopros, mais a largement débordé sur le système de culture par nécessité, je dirais, quoi. Hein. Ce qui fait que mon comité de pilotage, il était facile à constituer, quoi. Alors aujourd'hui, on se réunit quoi? On se réunit 6 à 7 fois par an. C'est beaucoup, certes, mais strictement CIPRE, 1 à 2 fois. Les agriculteurs sont toujours présents et aujourd'hui on s'est réunis il y a 15 jours, donc je peux en parler, il y a 15 jours on n'était pas 6-8, on était une vingtaine, quoi, parce que j'invite tout le monde évidemment, quoi. C'est-à-dire que tous les membres du réseau, c'est-à-dire développement local, agriculteurs, sont invités à chaque réunion, que ce soit des réunions de pilotage, CIPRE, comme des réunions spécifiques réseau. Ok, merci. Une question plus sur la fertilisation. Est-ce que les pratiques de fertilisation sont différentes de celles des mêmes cultures, mais en conventionnel? Tout à fait, tout à fait. Donc évidemment pour le colza c'est simple, hein, on a une méthode de la réglette, hein, qui est utilisée et respectée. Pour les céréales, en système témoin, méthode des bilans, et en système innovant, méthode suivi de l'INN. Okay. L'indice de nutrition azotée. D'accord, donc ça c'est plutôt sur le volet quantité. Après sur un type de fertilisant, localisé, en plein, etc. Non, localisé, on n'a pas les moyens malheureusement. Dommage. Donc on fait du plein, enfin fertilisation en plein avec un DP12, donc utilisation d'engrais solides. En engrais, comment on appelle ça, phosphore, soufre, etc. Écoutez, chaque culture en a chaque année. Donc, non, je raconte des bêtises déjà. Là, c'est pas chaque culture en a pas chaque année. Les céréales, le colza, toutes les cultures d'hiver en ont chaque année. Ok. Hein? Donc, puisque notre premier apport, voire notre deuxième apport, sont effectués sous forme 16, 18, 0, 15 soufré ou formule à peu près semblable, quoi. Ok. Bon, il y a encore pas mal de questions. Je vois que ton topo génère beaucoup de questions, donc ça c'est super. Il nous reste 6 minutes pour finir, donc si tu peux répondre plus rapidement aux questions que je vais te poser,
Ce serait Vas-y. parfait. Est-ce que le système témoin à trois cultures, est-ce qu'il peut évoluer dans le temps, car dans 10 ans, ça ne sera plus, entre guillemets, un vrai témoin? Bah écoute, ça l'est déjà plus vraiment, faut être clair, quoi. Donc le faire évoluer dans le temps, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que notre plateforme a une dimension qui est des dimensions pas extensibles, quoi. Voilà, donc c'est compliqué, j'avoue. Ok, Et c'est pas sûr. C'est ça pas sûr qu'il marche. évolue dans le temps, à mon grand désespoir, je dirais, d'une certaine façon, parce que je suis certain aujourd'hui que notre système témoin, on peut le rendre très performant, Mhm. en l'améliorant, bien entendu. Sur un plan, Allongement de la rotation, par ouais. exemple. Sur un plan économique, est-ce qu'on est en mesure d'avoir une idée de l'impact sur le poste de dépense carburant? Oui, tout à fait. Avec Sister, on a tous les moyens, c'est-à-dire on a tous les indicateurs possibles et imaginables. Donc, on a le poste carburant qui a été divisé par, si mes souvenirs sont bons, il a été divisé par 3 pratiquement, quoi. Ok, Temps de travail aussi également, quoi, ce qui est normal. ok, Répartition du travail également, quoi. ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous brûleraient les doigts? Vous pourriez encore poser, profitez-en, il reste 5 minutes. Non, je vois personne se jeter sur son clavier. Donc, je sais. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres. Ah, voilà. Une question, c'est comment est-ce qu'on peut consulter les résultats obtenus sur la plateforme dans le Lauragais? Bonne question. Eh bien, écoutez, je pense qu'il faut s'adresser. La plateforme du Lauragais est pilotée par Arvalis, puisqu'évidemment chaque entité pilote une ou plusieurs stations. Donc le Lauragais c'est Arvalis. Je pense qu'il faut se renseigner auprès de Jean-Luc Verdier, ingénieur Arvalis. Je pense, j'en suis sûr. Ça marche. Est-ce que Gilles, tu as moyen de remettre la diapo sur les prochains webinaires, s'il te plaît? Merci Stéphane pour avoir mis le lien vers le site CIPRE, donc www.cipre avec 2p.fr. Voilà. Et également merci Anne-Laure pour le mail de Monsieur Verdier. Donc c'est arvalis.fr et pas point virgule.fr. Mais voilà, j'aurais noté, il n'y a pas de souci. Mais nous avons terminé ce webinaire. Un grand merci Gilles pour ton intervention. Merci pour votre écoute à tous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette intervention. Donc, comme l'a dit Gilles en fin de présentation, il y a le prochain webinaire aura lieu le 9 avril, donc sur l'ascokytose du pois chiche. Vous avez les dates qui sont ici. Évidemment, vous retrouvez toutes les dates et tout le programme des webinaires sur l'année 2020 sur notre site internet. Je vous remercie pour vos remerciements et vos compliments. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, sans vous rappeler que vous allez recevoir donc les slides par email avec un questionnaire de satisfaction, et vous allez retrouver également l'enregistrement du webinaire via notre chaîne YouTube. Donc pour les personnes qui ont eu des problèmes d'affichage et un petit peu indépendant de notre volonté pendant le webinaire du fait je pense de la saturation des réseaux internet, vous pourrez le revoir éventuellement sur notre chaîne YouTube. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis j'espère vous retrouver lors de prochains webinaires. Voilà. Au revoir et merci. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Au revoir.